Bonjour et bienvenue dans la chaîne SVTFR. Dans cette vidéo, on va suivre le plan suivant. Avant d'aborder le processus de la formation des chaînes de subduction, il faut d'abord étudier comment se fait la formation du magma andésitique qui caractérise les volcans explosifs dans les zones de subduction. Eh bien, je vous rappelle que lorsqu'on a étudié la structure interne de la Terre, je vous ai dit que la croûte océanique est constituée principalement de basalte. C'est une roche magmatique volcanique, tandis que la croûte continentale est constituée de granit et c'est une roche magmatique plutonique. Pour le manteau, il est constitué d'une roche magmatique qu'on appelle la péridotite. Les différences de composition chimique entre les granitoïdes et la lithosphère océanique plongeante indiquent que les magmas ne peuvent pas provenir d'une fusion de matériaux de la plaque plongeante. Ils doivent donc avoir pour origine une fusion du manteau de la plaque lithosphérique chevauchante. Donc c'est une fusion de la péridotite. Et afin d'expliquer la formation d'un magma au niveau des zones de subduction, je vous propose le diagramme suivant. C'est un diagramme qui est très important qu'on a obtenu en laboratoire lorsqu'on a soumis la péridotite à des températures et à des pressions croissantes. D'abord, on peut regarder la courbe rouge. Cette courbe est nommée un géotherme et c'est une courbe qui représente l'augmentation de la température en fonction de la profondeur au niveau des zones de subduction. Si on regarde ce document, par exemple à 80 km de profondeur, la température est légèrement inférieure à 1000 degrés C. Mais à 240 km de profondeur, la température est légèrement inférieure à 1500 degrés C. Ensuite, on a ces courbes vertes qui montrent les différents états de la péridotite selon les conditions de la pression et de la température. On a essayé de déterminer dans quelles conditions de pression et de température la péridotite est à l'état solide et dans quelles conditions la péridotite est en partie liquide, c'est-à-dire elle a subi une fusion partielle. Et dans quelles conditions de pression et de température la péridotite est entièrement à l'état liquide, c'est-à-dire lorsqu'elle a subi une fusion totale. Et ça nous a permis de tracer ces deux courbes. Le solidus, et c'est la courbe qui sépare la péridotite solide de la péridotite en fusion partielle, L plus S, liquide plus solide, et le liquidus, et c'est la courbe qui sépare la péridotite liquide de la péridotite en fusion partielle. Donc, en fait, grâce à ça, on peut voir facilement quelles sont les conditions nécessaires de fusion partielle de la péridotite et les conditions de fusion totale de la péridotite. On a réalisé cette expérience sur la péridotite sèche et ce graphique représente les résultats de cette expérience. Le graphique 2, au-dessous, représente les résultats de la même expérience, mais elle a été réalisée sur des péridotites qui sont hydratées, c'est-à-dire qui contiennent de l'eau. Alors mettez en pause la vidéo et essayez de répondre aux questions suivantes. Alors, pour le premier graphique, on observe que le géotherme au niveau des zones de subduction ne croise jamais la courbe du solidus. Ça signifie que la température n'est pas suffisante pour faire fondre partiellement la péridotite. Et on peut en déduire que la production du magma semble impossible dans les zones de subduction, si la péridotite est sèche. Or, on a observé des roches magmatiques au niveau des zones de subduction, et ces roches sont issues d'un magma bien entendu. Lorsqu'on a fait la même expérience sur la péridotite hydratée, on constate que le solidus hydraté croise le géotherme au niveau des zones de subduction, ce qui permet la formation du magma en conditions réelles de la subduction. Autrement dit, lorsqu'une péridotite est hydratée, sa température de fusion partielle est inférieure à celle d'une péridotite sèche. La question qui se pose maintenant est comment expliquer que dans les zones de subduction, les péridotites du manteau soient hydratées. Mettez en pause la vidéo et essayez d'y réfléchir.
D'accord, on a déjà déduit que la péridotite devrait être hydratée pour qu'il entre facilement en fusion partielle. Mais d'où vient l'eau? Eh bien, l'eau est apportée par la plaque plongeante, la plaque océanique bien évidemment, et par le biais de réactions métamorphiques. On va étudier en détail le phénomène du métamorphisme au cours du chapitre 3. Et puis, l'eau libérée lors de ce métamorphisme est récupérée par la péridotite du manteau, ce qui lui permet d'entrer facilement en fusion partielle. Mais le magma andésitique qui est issu de cette fusion partielle des péridotites du manteau est tellement visqueux et sa remontée à la surface est très difficile. Comme ce magma remonte très lentement, les gaz s'accumulent et lorsque la pression est trop grande, les roches partiellement fondues se retrouvent en surface très rapidement et d'une façon très violente. Donc c'est ça ce qui cause ce volcanisme de type explosif au niveau des zones de subduction. Passons maintenant aux étapes de la formation des chaînes de subduction, comme le cas de la cordillère des Andes. En fait, on peut les résumer en 3 étapes. Premièrement, ça commence par l'enfoncement d'une plaque océanique plus dense, la Nazca, sous une plaque continentale moins dense, la plaque sud-américaine, suite à des contraintes compressives qui sont liées au mouvement de convergence entre ces deux plaques adjacentes. Et puis, cet enfoncement conduit à la formation d'une fosse océanique ainsi qu'à la formation d'un prisme d'accrétion. Un tel affrontement entre les deux plaques provoque bien sûr la surréaction d'une chaîne de montagnes dite de subduction. Notez bien que parfois on vous donne des coupes géologiques, comme celle-là, d'une zone de subduction, et on vous demande de citer les caractéristiques tectoniques et pétrographiques de cette région. D'abord, pour les caractéristiques tectoniques, on remarque la présence de plusieurs déformations attestant des contraintes compressives telles que les failles inverses et les plis. Pour les caractéristiques pétrographiques, on peut remarquer que les zones de subduction sont marquées par la présence de l'andésite, la roche volcanique en surface, et des granitoïdes qui sont des roches plutoniques qu'on les trouve en profondeur. Mais si jamais on trouve des roches plutoniques en surface, on pourra déduire que c'est grâce au phénomène de l'érosion. A plus et bon courage.